Salut à tous, c'est Lulling Gentleman et bienvenue dans ce retour sur le deuxième épisode de Game of Thrones. Alors, avant de commencer, un petit retour quand même sur mon débrief de l'épisode 1 de la saison 6, que vous avez été très nombreux à regarder et je vous en remercie grandement, notamment à ceux qui ont laissé des commentaires. J'ai vu que vous m'aviez laissé des trucs, je les ai lus, j'y ai pas répondu alors que d'habitude je prends le temps de le faire et je suis vraiment désolé. Continuez d'en laisser, j'essaierai d'y répondre vraiment dans le futur. Et j'ai vu dans un de ces commentaires d'ailleurs qu'on me parlait des livres et ça m'a fait penser que j'ai absolument pas dit dans le premier épisode qui j'étais par rapport aux livres, parce que normalement quand on parle de Game of Thrones on doit dire si on a lu les livres ou pas. Je pense que ça s'est vu, je n'ai pas lu les livres, voilà. Mon père les a chez lui dans sa bibliothèque, il est possible que un jour ou l'autre je les lui pique pour les lire, c'est absolument pas interdit, mais voilà, pour l'instant j'avance à l'aveugle, je ne fais que regarder la série et je ne lis pas les livres. Cela dit, apparemment c'est pas gênant pour la saison 6, puisque la saison 6 a dépassé les livres chronologiquement, ou au moins pour certains personnages, donc à voir. Je pense que je devrais m'en sortir. Je vais reprendre mes notes de l'épisode 1, juste pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, que je sache ce que vous avez dit. Oui, donc déjà, je m'attends à ce que l'épisode soit beaucoup mieux structuré, c'est-à-dire qu'on ait beaucoup moins d'intrigues. Genre qu'on ait que 3 ou 4 intrigues par rapport à... Combien il y en avait eu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon dieu, c'est trop. C'est beaucoup trop. Voilà, 4 c'est bien. Généralement 4, éventuellement 5 si t'as pas grand chose à dire sur l'une d'entre elles. Mais 7 c'est beaucoup trop. Donc voilà, et puis voilà, la suite de ce qui se passe au mur. Avec Jon est-il effectivement mort ou pas. Au nord du mur, on aimerait bien revoir Bran. Bah, je crois que je vais dire la même chose qu'à l'épisode 1 en fait. Ouais, un bolossage d'Arya éventuellement. Et puis quoi d'autre? Bah, Port-Réal. Effectivement, là ça m'intéresse un petit peu quand même. C'est important, il faut en parler. Il se passe des trucs à Port-Réal. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus qu'une pauvre scène avec Jaime et ce moment où je cherche le nom de quelqu'un dans Game of Thrones, et Cersei, voilà, pourquoi est-ce que j'oublie son nom, elle est là depuis la saison 1. Voilà, une petite scène du conseil restreint éventuellement, et puis les prisons, revoir les gens qui sont dans les prisons, ce serait pas mal. Globalement tout ce que j'ai dit à la fin de mon débrief de l'épisode 1. Donc c'est parti, on y va, on regarde l'épisode, go! Alors, on aura bien Tyrion. Ah, on aura bien Port-Réal. On aura le mur. Ah, tiens, on va voir Missandei. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes non plus. Si, Gwendoline Christ. Non, je sais pas qui c'est en fait. Je viens de me rendre compte que Kit Harington, il est crédité au générique alors que dans le... il était crédité au générique du premier épisode aussi, alors qu'il a fait que faire le mort, quoi. Pendant un épisode. Juste la planche. Donnez-lui un Emmy. Ah, il est sous-titré en français, celui-là. D'accord. Ok. Ah. Bah voilà. T'as quand même vachement grandi, quand même. C'est vrai, ça. Tu t'attendais à quoi en même temps? Rodor, tu vois, je l'avais entendu qu'en VF, et ça me fait vachement bizarre de l'avoir avec une voix vachement plus douce là. Oui, parce que je regarde Game of Thrones en VF. Toi aussi t'as grandi un peu, non? En 2 ans. Brandon? C'était Bran et Brandon alors? Ah non, Bran c'est le diminutif de Brandon, ok.
Le mec lent. C'est bon. Je l'ai. D'accord. D'accord. C'est un peu facile quand même. Évidemment. Bien. Oh, ces pierres de merde. Ça fait 2 fois. Pour faire peur aux gens qui regardent la série. Surtout t'approches pas, hein. Laisse-le faire. C'est un peu une idée de merde quand même, hein, je veux pas dire, mais bon. Oh, oh c'est trop chou. Heureusement qu'ils se sont pas entrebouffés. Ça fait tellement de temps qu'ils ont rien avalé que... Ah. Ouh. Vu tous les bleus qu'elle a, c'est pas le 2e jour, ça. Ouais, t'as hésité un peu plus longtemps, là. Hein. C'est un peu tard, là. Et de l'assassiner dans son sommeil. Ok. D'accord, ça c'était pas prévu, ça. Mais putain, mais pourquoi? Tu le connais pas? Tu sais pas ce qu'il peut faire? Enfin? T'as vécu avec lui tant de temps? Devant toi. Pareil. Jette-le à travers les barreaux. Ça aurait pu être la scène parfaite pour réintroduire Stannis. À un moment qu'on t'a pas vu, toi. Ce fut rapide. Oh, qu'est-ce que c'est beau, l'Irlande, bordel! Alors, ma vieille, ça va? Et il ouvre ses yeux quand la porte claque. Bon, pas quand la porte claque. Voilà. Ok. Bah c'était bien. C'était très bien. Même. Bien mieux que le premier. Rebonjour donc. Ça fait un petit peu longtemps qu'on s'est pas vu. Je dois avouer que là, entre le moment où j'ai regardé l'épisode et maintenant, il s'est écoulé plus d'1 semaine. J'ai déjà l'épisode 3 dans mon ordi, mais je le regarde pas pour éviter que ça ne... comment dire, que ça n'influe sur ce que j'ai à dire sur l'épisode 2. Donc voilà, je pense que maintenant c'est bon, faut y aller. J'ai patienté suffisamment de temps, en plus j'avais pas vraiment d'excuses parce qu'il y avait un long week-end de 4 jours et tout ça. Mais je vous ai un peu oublié, pour être honnête. Donc on part... j'ai repris des notes, encore heureux, parce que sinon je devrais tout faire de tête depuis la semaine dernière, ce serait un petit peu chaud. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points.
Donc ça c'est les points vraiment spécifiques que j'ai notés sur l'intrigue, mais on va parler du global d'abord. Et au global j'ai trouvé que c'était un excellent épisode, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un épisode de Game of Thrones qui était aussi prenant. Pour tout vous dire, j'avais oublié mon papier pour prendre mes notes, et il a fallu à un moment donné que je me lève pour aller le rechercher. Et je n'osais pas me lever, si vous voulez. Je disais, ah, j'irai le chercher après cette scène-là, non, après celle-là, non, après celle-là. Bon, au bout d'un moment, je l'ai fait quand même parce qu'il fallait. Mais ouais. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment accroché jusqu'au bout cet épisode. J'ai vraiment trouvé excellent. Ce qui est étonnant, puisque je vous avais dit la fois dernière que je préférais les épisodes qui ne s'attardaient pas, qui s'attardaient plutôt justement sur des personnages où on prenait bien le temps de voir un petit peu, de prendre le temps. On prenait le temps de prendre le temps, d'installer bien l'ambiance, de détailler un petit peu tout. Et au final, c'est pas du tout un épisode comme ça, puisque là on suit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intrigues différentes. On va dans 8 lieux différents, hein. On va avec Bran au-dessus du mur, on va au mur, on va à Port-Réal, à Mérine, on va faire un petit coup à Braavos, très peu de temps mais on y va. Il y a un morceau à Winterfell, il y a un morceau, on sait pas trop où avec Sansa, parce qu'on sait pas trop où aller, enfin entre Winterfell et le mur quoi. Et puis un morceau aux îles de Fer, donc c'est très éclaté. On passe pas plus de 10 minutes, et 10 minutes c'est vraiment c'est le cœur de l'épisode quoi. Mais sinon la moyenne c'est plutôt 6-7 minutes, 5-6 même plutôt par morceau. Donc comme quoi c'est pas le seul critère qui me fait me dire que ça a été un bon épisode, puisque pour moi d'habitude le critère c'est plutôt quand il y a très peu de lieux et qu'on s'attarde, qu'on prend vraiment le temps. Là c'est l'inverse et pourtant je n'ai pas été dérangé, bien au contraire. Voilà, ça c'était le global. Maintenant on va pouvoir passer un petit peu au spécifique. On commence donc l'épisode avec Bran, que j'ai renommé pour l'occasion Exposition Man, hein, puisque c'est son rôle. Pendant les 6-7 minutes qu'on est avec lui, tout ce qu'il va faire c'est de l'exposition. Alors on note au passage que l'acteur a bien grandi depuis les 2 ans qu'on ne l'a pas vu, et bon, c'est normal, puisque à son âge, si en 2 ans on grandit pas, c'est qu'on a un problème. Mais du coup, dans la continuité de la série, ça fait un peu bizarre quoi. Du coup, on a Bran qui a fait une soudaine poussée de croissance. On n'a qu'à dire que c'est la magie, voilà, c'est la magie, c'est comme la soupe, ça fait grandir, c'est formidable. Donc du coup, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on voit? Donc Bran a le pouvoir déjà de voir le passé, et donc il visite le Winterfell du passé, et il voit Ned Stark, Lyanna Stark. Les gens qui ont lu le livre me parlent beaucoup, enfin me disent, me mentionnent régulièrement le nom de Lyanna Stark. Donc je suppose qu'elle va être importante pour la suite. Et puis on a également un petit peu plus d'infos sur Hodor, qui s'appelle Willis en vrai. Et à un moment donné il pouvait parler, donc il doit y avoir eu un gros traumatisme qui a fait qu'il pouvait plus parler. Peut-être la mort de Lyanna, je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas il y avait une époque où où son cerveau était capable de créer des mots autres que son prénom, donc c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le mur déjà, j'ai pas... Oui, c'est vrai qu'en fait, finalement, j'ai pas si tant de choses à dire que ça avec Bran. Ça fait du bien de le revoir, parce que c'était un morceau de l'intrigue qu'on avait complètement zappé de la saison 5. Ils avaient pas jugé utile de l'incorporer, ou alors ils voulaient pas le payer pour si peu de scènes qu'il aurait fait. Ou alors ils étaient arrivés à la fin de son intrigue dans les livres, je ne sais pas trop quelle est la raison officielle du fait qu'il n'était pas dans la saison 5, mais ça fait du bien de le revoir. Voilà, c'était agréable, mais à part ça, j'ai pas vraiment spécialement grand chose à dire sur lui. Donc on passe au mur. Alors le mur qui a été coupé en 2 parties, on a une partie à ce moment-là dans l'épisode, et puis on a toute la partie à la fin. Donc je vais faire comme le découpage dans l'épisode, donc je vais parler 2 fois du mur, en fait je vais en parler maintenant, puis je vais en parler à la fin de la vidéo aussi.
On va faire tout comme dans l'ordre que c'est prévu. Ah, c'est super français ce que je viens de dire. Donc, il y a, comme prévu, oui, si, en fait, comme prévu, Davos refuse de livrer Jon Snow aux gens de la garde de nuit, et donc il va y avoir un combat, et ben non, voilà, parce qu'il y a ce que j'ai appelé un sauvetage fort pratique, avec les sauvageons qui débarquent et qui sauvent Jon Snow comme ça, sans avoir été annoncé, sans que Davos ait envoyé un corbeau de détresse ou quoi que ce soit. Non, les sauvageons arrivent parce que leur sens intérieur, leur bat signal leur dit que Jon Snow est en danger et qu'il faut aller l'aider, donc ils vont l'aider. Et ils ont avec eux ce géant là qui pour le coup est vraiment un géant. Non, parce qu'on dit que Hodor, pourtant c'est pas compliqué, on dit qu'Hodor est un géant alors qu'il fait pas du tout la même taille que le géant sauvageon. Donc soit Hodor est un demi-géant un petit peu comme Hagrid dans Harry Potter, soit c'est une autre espèce de géant. Il y a plusieurs types de géants. Mais voilà, il y a le petit géant et il y a le gros géant. Là c'est un gros géant qui fonce sur les membres de la garde de nuit, qui les explose contre les murs, un petit peu comme un CRS qu'aurait vu un militant de Nuit debout. C'est aucune pitié, il est pour tuer quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu facile. C'est peut-être le point de la vidéo où le point de l'épisode où j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, un petit peu convenu, un petit peu pas nécessairement extrêmement bien écrit. Ça aurait pu, si c'était inévitable de faire intervenir les sauvageons, au moins que quelqu'un envoie un corbeau par une fenêtre ou un truc comme ça, qui ait une communication quelconque. Parce que là, ça fait vraiment oups, bah on avait décidé d'attaquer la garde de nuit et comme par hasard, ça tombe super bien quoi. Bon, bref. Ensuite, eh ben, on passe, du coup, on passe directement à Port-Réal. Et là, on a plus exactement le Port-Réal Comedy Club avec un vrai morceau de stand-up avec un mec qui a un accent. Je ne sais pas de quel accent il s'agit. C'est peut-être un accent écossais ou quelque chose comme ça. Je ne sais, je m'y connais pas du tout en accent britannique. Je sais que la majorité des acteurs de Game of Thrones sont britanniques, mais alors, enfin britanniques. Royaume-unisien, parce que britannique ça voudrait juste dire la partie Grande-Bretagne, alors qu'il y a aussi des acteurs irlandais, donc on doit dire des acteurs du Royaume-Uni. Et oui, parce que la Grande-Bretagne c'est pas la même chose. À moins que je me trompe et que ce soit l'inverse. Bah non, le Royaume-Uni c'est... Non, c'est bon. J'ai rien dit, tout va bien. Donc je ne sais pas d'où vient cet accent, mais c'est un accent fort marqué. Et donc il se moque un petit peu de Cersei. On a enfin des retours sur le Walk of Shame, la marche de la honte que Cersei avait fait à la fin de la saison 5, où elle avait dû marcher toute nue devant tout le monde. Je sais pas si c'est... j'ai le souvenir que pendant cette marche de la honte, il y a un acteur qui vient comme ça en plein milieu de l'écran et qui se fout à poil. Je sais pas si c'est le même acteur que celui qui fait son stand-up, parce qu'il parle de ça en fait. Il dit qu'il s'est foutu à poil devant Cersei pendant sa marche de la honte. Est-ce que c'est lui? Je sais pas, j'ai pas vérifié. En même temps, il avait pas une tronche super mémorable. Donc, si un jour je retourne chez mon père et que je reprends les DVD, je regarderai. Mais si j'ai pas déjà oublié d'ici là, je pense que ce sera le cas. J'éviterai de faire une quelconque remarque sur le fait que c'est un comédien de stand-up qui nous parle de sa bite. Pour respecter son anonymat, nous l'appellerons Jean-Barry Migard. Et du coup après, putain je suis beaucoup trop fier de cette vanne, qu'une fois que Jean-Barry Migard il a fini son petit sketch, là il va arroser les murs de Port-Réal avec sa bite justement, dont il nous parlait en détail à l'instant, et il se fait légèrement interrompre par la montagne qui a décidé que lui aussi il allait faire comme les géants sauvageons, et comme les militants, comme les CRS devant les militants de Nuit debout, il allait gentiment cogner le monsieur contre le mur pour lui faire goûter le goût du crépi, et bon il se trouve que le mec en est mort.
c'est un petit peu un fragile, je trouve, hein, ne trouvez-vous pas? Non, pas vraiment. Et du coup, la montagne, on apprend que c'est un petit peu le garde spirituel de Cersei, parce qu'il est là, il vient de buter quelqu'un qui se foutait de sa gueule. Voilà, après, il y a dans la scène un petit peu après, Cersei va se rendre à l'enterrement de sa fille, et on apprend qu'elle n'a pas le droit de passer. J'ai pas bien compris pourquoi d'ailleurs, et on voit que la montagne est pas très d'accord avec cette idée, et les gardes sentent bien de leur côté que si Cersei insistait vraiment pour passer, elle pourrait passer. Hein. Elle a la montagne avec elle, la montagne ça la gagne, et du coup elle peut, à tout moment, si la montagne avait décidé d'intervenir, les gardes auraient pas... Enfin, voilà, Cersei aurait assisté à l'enterrement de sa fille. Mais bon, un petit peu décontenancée, elle décide de ne pas le faire. Donc ensuite on a une scène avec l'enterrement de Myrcella. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup le fait que cette actrice soit payée depuis le début de la série pour être allongée et faire la morte. Jon Snow aussi. Mais bon, si vous avez vu l'épisode, vous savez qu'il va pas jouer que ça. Alors que Myrcella, bon, bah elle est morte quoi. Elle est morte. Donc, bah voilà. C'était aussi le rôle de Tywin au début de la saison 5. Il jouait un petit peu ça aussi. Il a fait un épisode, peut-être 2, où il était allongé comme ça sur l'autel, avec des pierres horribles sur les yeux qui font sursauter les gens. Et c'est tout. Voilà. Merci d'être venu. Prenez votre chèque, monsieur, allez nourrir votre famille. Et donc on a une rencontre entre Jaime et le High Sparrow, le capitaine High Sparrow, le grand moineau en français, qui est donc le chef des religieux là, et qui est accessoirement celui qui a enfermé sa sœur, qui est également d'ailleurs l'élu de son cœur. Donc vous pensez bien que Jaime, voilà, il a un petit peu le sang qui monte, il s'échauffe, il aimerait un petit peu tataner du chrétien, quoique on peut pas vraiment appeler ça un chrétien parce que c'est pas le catholicisme, la religion dans Game of Thrones, c'est plutôt les anciens dieux et les nouveaux. Donc à Port-Réal, si je dis pas de conneries, c'est les nouveaux dieux. Ça dépend, ils prient tous un petit peu des trucs différents. Donc bon, bref, il aimerait tataner du religieux quoi, mais il est un petit peu entouré par tous les fidèles. Et pareil, on sent bien que si Jaime il voulait, il pourrait sortir son épée et buter ces gens, parce qu'ils se sont jamais battus ces mecs là, c'est des moines. Mais bon, déjà il a plus sa main, donc il sera obligé de se battre avec sa main, la main où il n'est pas encore super bien habitué à se battre. On a vu dans la saison 5 qu'il galérait encore un peu, il a du mal à maîtriser encore bien le combat à l'épée avec cette main-là. Et puis surtout, pour ceux qui ont suivi quand ils ont pris des cours d'histoire, ils savent que en général, quand le peuple décide de se soulever, le nombre l'emporte sur la force. Surtout en France, on est au courant de ça, la Révolution française, tout ça. Je vais pas faire une troisième référence à Nuit debout dans cette vidéo parce que ça ferait un petit peu beaucoup, et parce que ce serait aussi comparer Nuit debout à la Révolution française, et non, clairement non, hein. Je veux pas être méchant, enfin pas trop envers Nuit debout, mais non, hein, voilà. Enfin bref, donc le grand moineau s'en sort, et j'ai mis aussi d'ailleurs, et ensuite on a une scène... un petit peu, je sais pas si on peut dire touchante. Si, allez, disons touchante. Même si j'aime pas Cersei, ce serait de la mauvaise foi de dire que ça n'a pas été un petit peu un moment émotif, émouvant dans cette... oui, plus émouvant qu'émotif dans cet épisode, puisque on a donc Tommen qui demande pardon à sa mère et qui lui demande de l'aider à reprendre le pouvoir, et là Cersei fait « Mais oui! Mais putain, mais oui! Mon fils! Déjà t'es le seul qui me reste, donc évidemment que je vais te pardonner et t'aider, mais en plus tu me demandes de reprendre le contrôle d'une ville, alors que moi c'est ce que j'adore faire! J'adore marcher sur les pauvres! Mais tu me demandes de faire ça? Mon fils, je t'aime! Je savais pas que t'étais mon préféré, mais maintenant, par défaut, de toute façon, tu l'es un peu, quoi. Donc allons-y, faisons ça en famille, marchons sur la gueule des opprimés, c'est bien,
On passe à... Ah oui, non, j'avais un autre point par rapport à Myrcea. Dans la scène, du coup, on voit son enterrement. À un moment donné, au premier plan, on a 5 fioles, ou 5 vases, ou 5 cruches, enfin 5 récipients, dans lesquels il y a un liquide jaune, si je dis pas de bêtises, dans lesquels il y a quelque chose qui flotte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important? Est-ce que le fait que ce soit au premier plan, c'est censé nous préparer à quelque chose? Ou est-ce que c'est juste de la décoration Est-ce que c'est une manière spéciale? Enfin, c'est un rituel dans les enterrements? Là, je m'adresse à ceux qui ont lu le livre. Est-ce que vous savez à quoi servent... je vais mettre une... Bah, de toute façon, on m'avait demandé dans l'épisode précédent de mettre des images, donc je vais rajouter des trucs au montage. Là, il y a 5... par là, normalement. Il y a 5 fioles, 5 trucs. C'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce que c'est... J'ai un peu l'impression que c'est un clin d'œil fait aux gens qui ont lu le livre et que du coup les gens qui les ont pas lus, ils savent pas ce que c'est, quoi. Même si on n'adapte plus des morceaux du livre, enfin il y en a peut-être un ou deux qui restent, quoi, mais voilà. Je ne sais pas. Écoutez, si vous êtes pas au courant non plus, c'est pas grave, hein, je ne vous en voudrais pas. Thomas se réconcilie, ça c'est bon. On passe à Myrine, ou Mérine. J'ai jamais... Non, c'est Myrine hein, qu'on dit. Je sais plus, j'hésite toujours. Où on parle de Tyrion, j'ai plus de sang dans les jambes, 36-15 ma vie, c'est super intéressant. On a Tyrion qui décide de libérer les dragons, ce qui est une idée pas conne, parce que les dragons ils étaient enfermés là, seuls depuis tellement longtemps que à un moment donné, soit tu les laissais mourir de faim et tu te préoccupais que de Drogon, mais à ce moment-là, il te manque 2 dragons pour faire ton envahissement, ton envahissement de Westeros. Soit tu les libères et tu les laisses vivre, quoi, parce que des animaux en cage comme ça, ça devient dangereux. Donc c'est Tyrion qui s'en charge puisque maman est partie, désolée, elle est partie au couvent, elle peut pas vous sauver. Donc c'est Tyrion qui s'en charge. Les gens ont essayé de nous faire croire que Tyrion aurait pu mourir dans cette scène. Non. On n'y croit plus, les gens. C'est pas possible, c'est ça la blague. C'est Tyrion, c'est celui qui survit forcément. Le jour où il va mourir, les gens seront choqués. Mais c'est pas tout de suite parce que HBO a quand même besoin de lui pour garder les gens, pour les forcer à regarder la série. Pareil pour Jon Snow. Oh merde, j'ai spoilé la fin de l'épisode. À noter quand même dans cette scène, bon, ils ont quand même réussi à monter une tension un petit peu palpable et qui est pas dégueulasse et qui est assez agréable même d'ailleurs. Mais ce que je retiens surtout, c'est toute la partie dialogue qu'il y a eu avant avec Vergris, Missandei, Jorah et... non pas Jorah, Varys et Tyrion. Tyrion qui était là, du genre dans la salle, était... Bon, je suis le seul dans cette pièce à avoir une bite, donc laissez-moi parler. Et il décide de libérer les dragons, donc il libère les dragons. Écoutez, c'est lui qui commande maintenant, apparemment. Donc voilà. Mais ce qui était sympa, c'était du coup de revoir un petit peu des dialogues qui m'ont beaucoup fait penser à la première saison de Game of Thrones, dans lesquels j'avais l'impression, en regardant la série, que chaque personnage voulait à chaque moment délivrer une punchline. C'était leur objectif. Les gens parlaient en punchline. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, quand j'ai regardé la première saison de Game of Thrones, j'avais vraiment l'impression que les gens, c'était des générateurs de punchline et qu'ils ne s'exprimaient qu'à travers ça. Donc là, on en a eu quelques-unes de punchline dans cet échange-là, pré-libération des dragons. Donc c'était cool, c'était un petit peu, j'allais dire nostalgique, mais oui, nostalgique, parce que vu que c'est la saison 6, ça veut dire que ça fait quand même 5 ans que la saison 1 est sortie. Donc bon, moi c'était pas si nostalgique que ça, parce que j'ai pris le train en marche à la saison 3, donc voilà. Même... quand j'ai fini la saison 3, la saison 4 avait déjà fini d'être diffusée. Donc j'ai regardé les 4 premières saisons quasiment d'une traite. Donc voilà. Pour moi c'est pas si nostalgique, mais pour les autres peut-être. Où suis-je? J'ai perdu mes points.
Arya, le point bolossage, qui du coup ne va pas être régulier ou récurrent. Apparemment, les auteurs ont envie de faire quelque chose avec Arya dans... Ça sonnait beaucoup plus dégueulasse à voix haute que dans ma tête. Ils veulent faire quelque chose du personnage d'Arya, voilà, c'est ça. Sinon c'est un peu tendancieux. Et donc voilà, ils ont pas fait ce que je croyais qu'il allait être fait, c'est-à-dire frapper régulièrement Arya une fois par épisode. Ce qui est bien, parce que la violence sur les aveugles, c'est rigolo la première fois, c'est désopilant la deuxième, la troisième, ça devient un petit peu du réchauffé, nous sommes tous d'accord, hein. Voilà. Donc c'est la fin du bolossage. Tu sens quand même qu'il y a un moment donné, quand on lui demandait de... Enfin, on lui a pas demandé, mais elle a compris toute seule qu'il fallait qu'elle dise qu'elle était personne plusieurs fois. Quand on lui a dit « Hey, si tu dis que tu t'appelles Arya Stark, eh ben, je te rends ta vue ». Autant les deux premières fois, elle avait dit qu'elle était personne d'une manière quasiment automatique, autant là, elle a hésité un petit moment quand même. Non, et puis fuck mes yeux, allez, je suis personne, voilà. C'est ce que tu voulais que je dise, eh ben je l'ai dit. Donc, on va peut-être voir la Arya devenir une sans visage, et ça c'est cool. Ah oui, attendez, j'ai un autre point qu'il fallait que je rajoute et que j'ai pas rajouté. Et je sais pas pourquoi je m'en souviens maintenant, mais je vais le mettre tout à la fin. Hop. Voilà. J'ai aussi mon petit retournement de situation pour la fin de cet avis. Ah, et là on en arrive au point que j'ai appelé « Ramsay n'est pas très très gentil ». Je pense que c'est un euphémisme. Si vous ne saviez pas ce que c'était, maintenant vous savez ce que c'est un euphémisme. Ramsay qui décide donc du coup de tuer son père, sa mère et son frère qui n'a même pas un jour. C'est formidable, ça se fait dans la joie, la bonne humeur et la joyeuseté familiale. Bon, on pouvait s'attendre à ce qu'effectivement il y ait des tensions entre le père et le fils. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille jusqu'au meurtre. Cela dit, la série m'a rappelé qu'on parle quand même de Ramsay Snow ou Bolton du coup maintenant qu'il a pu son père. Ah, est-ce que les gens de Winterfell vont considérer Ramsay comme un Snow ou comme un Winterfell ou comme un Bolton? Dans aucun des cas, enfin, vaudrait mieux que ce soit un Bolton. Parce que bon, Snow, c'est un nom qui n'a pas vraiment de force à Winterfell. L'idéal aurait été qu'il fût un Stark, mais pour ça il aurait fallu qu'il épousât... Comment elle s'appelle cette conne? Sansa. Ensuite, quand je l'appelle par le nom que je lui donne d'habitude, ça va beaucoup mieux. Donc Ramsay n'est pas très très gentil, il tue père, mère et frère. Et ça faisait... Ouais, dans l'épisode précédent, on l'a vu éprouver de la compassion, ce qui était un petit peu unique pour Ramsay. Du coup, là, dans l'épisode 2, ils se sont dit, bon, allez, on l'a rendu un petit peu humain, il faut rappeler aux gens que c'est quand même d'abord et avant tout un bon gros fils de pute. Donc on va lui faire des trucs de bon gros fils de pute. On va tuer son papa et sa maman aussi. Et le petit poupon qui n'a même pas de nom. On va les donner aux chiens et comme ça, ces chiens auront à manger parce que sinon je sais pas ce qu'ils mangent d'autre. Apparemment c'est des chiens qui se nourrissent exclusivement de chair humaine. Donc ça doit être un peu chiant à nourrir les autres jours quand Ramsay n'a pas de trahison à faire. Donc soit c'est des chiens qui supportent très bien la diète, soit régulièrement on va voir une famille et on leur demande de sacrifier leur premier-né pour la bonne cause, je ne sais pas. Faudra lui demander. Moi je m'approche pas de lui, hein. Vous lui demanderez vous-même. Petit détour avec Sansa qui a duré même pas 2 minutes. J'ai regardé sur mon lecteur de vidéos. On n'est même pas à 2 minutes de Sansa et Théon et Brienne et Pod. Non, là c'est très rapide. On apprend que Théon va déserter. Il va laisser un petit peu Sansa s'en sortir toute seule.
Bon, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'elle aura besoin de toute l'aide qu'on pourrait lui fournir pour qu'elle arrive saine et sauve au mur. Mais bon, apparemment Théon il en a marre, il veut rentrer chez lui, il pense qu'il est d'aucune utilité à Sansa, ce qui est quand même relativement pas vrai, hein, c'est quand même lui qui s'est débarrassé de la copine de Ramsay, dont j'ai totalement oublié le nom, qui voulait buter Sansa à la fin de la saison précédente. Donc il sait faire des trucs. En plus, maintenant que il est plus avec Ramsay, il va reprendre un petit peu confiance en lui, il va se réintégrer à la civilisation, ça va revenir. Mais bon, apparemment il veut pas faire ça avec Sansa, il veut faire ça chez lui, et il a dit qu'il retournait à la maison. Et là, exceptionnellement, je vais dire un truc qui n'est pas mon avis à moi, mais qui est une excellente remarque que j'ai entendue pendant cette semaine, entre le moment où j'ai vu l'épisode et le moment où je vous en parle. Il n'a pas dit qu'il retournait aux îles de Fer, qui sont la maison. On peut présupposer que quand Théon dit qu'il va retourner chez lui, c'est aux îles de Fer, mais il n'est pas vraiment chez lui là-bas non plus en fait, et c'est surtout le fait que juste après qu'il ait dit chez moi, il y a un cut et ensuite on se retrouve aux îles de Fer. Mais Game of Thrones aime bien faire ça. Typiquement dans la saison précédente, quand Jorah avait capturé Tyrion et qu'il lui avait dit « je vous emmène voir la reine », on aurait pu penser qu'il parlait de Cersei. Bon, moi j'ai pas cru une seconde. Mais il y a des gens qui ont cru que quand il disait « je vous emmène voir la reine », il disait « je vous emmène voir Cersei ». D'ailleurs, le quiproquo est résolu à l'épisode suivant, quand il dit « je vous emmène voir la Khaleesi » et que Tyrion il rigole en disant « c'est là que je vais aussi, je croyais que vous me ramenez chez ma sœur », un truc comme ça. Voilà, donc la série aime bien jouer un petit peu sur les quiproquos et les montages un peu comme ça. Donc ce serait fort probable que quand Théon dit « je retourne à ma maison », eh ben ce qui pense être sa maison, c'est pas les îles de Fer. Alors maintenant la question c'est, une fois qu'on a fait cette remarque, quelle serait la maison de Théon? On pourrait dire Winterfell, puisque c'est là qu'il a grandi, mais bon, Winterfell il en vient et c'est pas vraiment un bon souvenir, et il y a Ramsay et je pense que c'est pas là qu'il a envie d'aller non plus. Donc pour moi, quand il disait je veux retourner chez moi, il pensait bien aux îles de Fer. Maintenant la remarque est complètement valable. Au revoir monsieur, mais qui étiez-vous? C'est vraiment que... Du coup je retrouve le titre des points que j'ai noté sur ma fiche la semaine dernière. Au revoir monsieur, mais qui étiez-vous? Bon, heureusement je me souviens de ce que ça veut dire. Maintenant on est aux îles de Fer en fait, et les îles de Fer c'est un endroit qu'on n'a pas vu dans la série depuis extrêmement longtemps, et pardon, je regardais à combien j'en étais dans l'enregistrement, je me disais merde, ça fait déjà 1 heure que je parle. Non, pas du tout, pas du tout, et c'est pas dommage, parce que je voulais faire l'épisode un petit peu plus court. Donc, au revoir monsieur, mais qui étiez-vous? C'est le fait que, bah voilà, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé aux îles de Fer, donc il faut nous reparler un petit peu de tout le monde. Donc on revoit la sœur de Théon, on voit aussi le père de Théon, mais on le voit pas longtemps parce que juste le temps de se souvenir que ah oui, lui il fait la guerre parce qu'il aime bien ça, il a pas vraiment de raison pour la faire, mais il l'a fait parce que il se dit que c'est son devoir. Ok, pourquoi pas. Ah oui, mais d'accord, donc le père de Théon c'est un connard, donc très bien. La scène d'après, il décide de piquer une tête directement depuis le pont qui est à, je sais pas, je dirais bien, dire 80, peut-être même 100 mètres, 200 mètres, allez 200 mètres, 300 mètres au-dessus de l'eau. J'allais dire on voit pas son corps après, donc ça se trouve il est pas mort, mais je dis de la merde puisque la scène d'après on voit son enterrement. Donc voilà. Et on apprend qu'il y aura une compétition entre le frère le frère du père de Théon, désolé je retiens pas les noms hein, du tout. C'est un Greyjoy. Balon Greyjoy. Si c'est Balon Greyjoy, je sais pas pourquoi mais ça me dit quelque chose. Si c'est Balon Greyjoy,
Ça veut dire que je me souviens du nom de ce mec des saisons d'avant là. Waouh! Si c'est pas ça, j'ai juste l'air con. Mais c'est pas grave, vaut mieux avoir l'air con que l'herpès. Donc voilà, on apprend qu'il y aura une compétition entre le frère de celui que j'appelle Ballon, mais qui, si ça se trouve, s'appelle pas Ballon, et son frère. Et... Attends, qu'est-ce que je dis? 1, 2, 3, pouf pouf. Il y aura une compétition entre celui que j'appelle Ballon et la sœur de Théon. Ils vont faire une compétition pour savoir qui siégera sur le trône de sel. C'est tellement bien adapté à cette série. Le trône de sel. Ah, on va en créer beaucoup, je pense, dans cette saison. Avec tous ceux qui ont lu les livres et qui sont complètement paumés parce que ça y est, là on a dépassé les livres et la série est en freestyle. Je pense que le sel sera effectivement suffisamment présent pour qu'on en fasse un deuxième de trône et que les deux siègent en même temps. Ça m'a beaucoup fait la notion de trône de sel, je sais pas pourquoi. Donc on apprend qu'il y a un trône de sel et qu'il y a un trône de fer, ça on le sait, c'est depuis le début, c'est le nom de la série carrément. Est-ce qu'il y a des trônes en d'autres trucs? Genre est-ce qu'il y a un trône de bois, un trône en coquille d'huître, un trône de... je sais pas, un trône en crépi pour bien faire mal au cul à celui qui s'assoit. Je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, à part un trône de bois. Un trône en or? Un trône d'or? Est-ce qu'il y a un trône d'or? Un trône de plumes? Je ne sais pas. Déjà j'apprends qu'il y a un autre trône que le trône de fer. Donc, bon, le trône de fer, évidemment, c'est celui qui a la maîtrise sur tout Westeros. Soit. Mais déjà, qui, du coup, a la maîtrise sur tout Essos? Il doit y avoir un trône à Essos. À moins que ce soit le trône de sel et que Essos... Enfin, que les îles de fer se trouvent à Essos. Je sais pas bien où se trouvent les îles de fer, en fait. Faudra que je regarde sur la carte au prochain générique. Mais du coup, voilà, on nous apprend que, ça y est, maintenant, on va nous parler des îles de fer. Il a parlé également des grands rois de base, et c'est vrai qu'il y avait des familles au départ. Il y avait les Stark, les Targaryens, les Baratheons, les Fernets, donc, et les Lannister, qui sont les cinq familles de base, et le chef de famille est mort dans les 5, sauf pour les Fernets, avant cet épisode-là, où il était encore vivant, et maintenant il est mort. Il a été tué tellement vite que je soupçonne légèrement que dans le livre, ça fait peut-être quelques chapitres que le mec est mort. C'est juste qu'on s'est pas intéressé au trône de sel, enfin aux îles de fer, parce que c'était pas intéressant à ce moment-là. Enfin, en ce qui concerne la série peut pas tout traiter. Déjà qu'ils sont obligés de mutualiser plusieurs personnages en un seul. Voilà, ils peuvent pas tout traiter, donc ils ont pas parlé des îles de fer. Mais là, apparemment, ils ont décidé d'en parler. Donc je sais pas si ils vont parler de ce qu'il y a dans le livre, ou si ils vont faire comme si tout ce qui s'était passé dans le livre n'est jamais arrivé, et qu'ils vont partir de là et improviser. Je ne sais pas du tout, mais il semblerait qu'on ait un nouvel endroit vers lequel regarder, et c'est les îles de fer. Et puis on va revenir donc on va revenir au mur avec donc la scène que tout le monde avait prédit, que j'avais prédit moi-même avant le début de la saison 6, même pile à la fin de la saison 5. Oh là là, Jon Snow est-il mort? J'avais dit non. Et effectivement, oh là là, la grande surprise, Jon Snow n'est pas mort. Donc il y a toute une scène de résurrection qui là prend son temps. J'ai noté, on est à 8 minutes. Donc c'est le deuxième passage le plus long de l'épisode. C'est les 8 minutes de préparation à la résurrection de Jon Snow. Ce qui est beaucoup. Donc là, effectivement, on prend bien son temps, on fait bien un parallèle avec Jésus-Christ, hein, tu vois, on le lave, on enlève, enfin, on remarque le fait qu'il a été transpercé par des... Bon, là, c'était par des couteaux, mais dans Jésus, c'est par des lances. Voilà, on lui lave les cheveux. C'est une femme qui lui lave les cheveux, en plus, hein, dans la Bible, c'est Marie-Madeleine qui lave les cheveux
du Christ, si je ne dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au catéchisme. Et puis voilà, et puis après il ressuscite. Le must, ça aurait été qu'il ressuscite 3 jours après être mort. Je ne pense pas que c'est le cas, parce que si on regarde bien dans la continuité de la scène, je pense que tout se passe en une soirée. C'est même une soirée. Il se fait poignarder le soir. Les mecs ont jusqu'au coucher du soleil pour prendre une décision. Et puis une fois le coucher du soleil, ils se débarrassent de la menace. Et ensuite ils font la résurrection de Jon Snow. Donc voilà, il est quoi? Il est minuit. Voilà. Donc tout ça c'est fait en une seule soirée. Donc on n'a pas les 3 jours avant la résurrection. Ce qui est dommage, ça aurait été une symbolique... Les gens qui font des films et des séries aiment bien faire référence au Christ assez régulièrement. Donc là, bon, il a manqué ça. Jon Snow est mort et ressuscité, c'est tout ce qui compte. Je croyais qu'ils allaient faire un truc avec son loup, parce que la caméra s'arrête beaucoup sur le loup de Jon Snow. Et au final, que dalle. Voilà, il lève la tête au moment où Jon Snow ressuscite. J'avais discuté avec quelqu'un qui me disait « Ah ouais, moi je pensais que Jon Snow allait fusionner et se mettre dans le corps de son loup. » Ouais, mais du coup, Kit Harington n'aurait pas continué dans la série. Je sais que c'est très méta ce que je suis en train de dire, enfin c'est très... On prend un degré de recul par rapport à la série, c'est pas premier degré du tout ce que je dis, mais en même temps c'est vrai, HBO a fait signer Jon Snow déjà pour 7 saisons, pas 7 CE2TE, un 7 SEPT. Donc on sait déjà que pendant la saison 6 et la saison 7, il y aura du Kit Harington. Bon après il peut mourir et réapparaître sous la forme de fantôme ou je sais pas, mourir à la fin de la saison de maintenant et puis être dans la saison 7 juste en tant que mec mort comme au début de cette saison là. Voilà, théoriquement on est dans les termes du contrat. Mais voilà, quand on s'y connaît un peu, quand on sait surtout que c'est la caution charme de la série, voilà, je veux dire, il y a Jon Snow et il y a Tyrion. Et à part ça, bon, il y en a qui sont là pour Daenerys aussi, mais bon, Daenerys, les gens aiment bien lui taper dessus, moi le premier. Et il y en a qui sont là pour... Comment elle s'appelle cette femme? Oh merde! Attendez, je vais m'en souvenir. Bah merde! Mais c'est pas possible! Marjorie! Putain! Il y en a qui regardent pour Marjorie. J'en connais. Qui sont fous de Nathalie Dormer, si je dis pas de bêtises, qui est le nom de l'actrice qui interprète... Comme quoi j'ai été beaucoup plus rapide à retrouver le nom de l'actrice que le nom du personnage. Ça fait peur. Mais voilà. Il y en a. Il y en a des gens qui regardent la série juste parce qu'ils aiment bien Nathalie Dormer et donc ils aiment bien le personnage de Marjorie. Autant dire que pour l'instant ils sont pas super bien servis parce que, à part une pauvre scène au début dans l'épisode 1 de la saison 6, eh ben depuis on l'a pas vraiment vu. Et d'ailleurs en parlant de personnages qu'on n'a pas vraiment vu depuis le début de la saison 6, c'est ça le point que j'ai rajouté, le 13e point sur lequel on va conclure. Où sont Sam et Ver? Eh oui! À la fin de la saison précédente, les deux étaient partis chez les maîtres à Durlieu. Quelle mémoire des noms. Ils étaient partis chez les maîtres à Durlieu et donc on est censé voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Et on n'a toujours pas de nouvelles, ça fait 2 épisodes, que se passe-t-il? Est-ce qu'ils ont... Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été attaqués par n'importe quoi, hein. Franchement c'est Sam et Ver, c'est pas vraiment les personnages les plus forts de la série. Je pense que même un bandit de grand chemin pourrait être une grosse menace pour eux. Donc ouais, non, non mais non, ils vont pas nous faire comme Stannis quand même. Et puis oui, Stannis, voilà, ça fait du bien que je le dise. Il faut bien que je le dise de temps en temps, que je le rappelle. J'attends une confirmation officielle ou non de la mort de Stannis. Où est-il? Que lui est-il arrivé? La série va-t-elle enfin nous dire... Est-ce qu'elle va nous dire si oui ou non ce mec est mort? C'est important quand même. Enfin je sais pas. C'est le dernier Baratheon en vie.
Je suis en train de... Je dis pas une grosse connerie. Non, bah non, c'est ça, c'est le dernier Baratheon en vie. Faites quelque chose. Faites un truc. Je ne sais pas. À moins que Tommen soit considéré officiellement comme un Baratheon, même si officieusement c'est un Lannister. Je ne sais pas. C'est une très bonne remarque. Et si ça se trouve, effectivement, vu que officiellement il est considéré comme un fils de Cersei qui a été eu avec Robert. Bon, ok. Il y a Tommen, c'est un Baratheon. Mais c'est pas un Baratheon de sang, c'est un Baratheon administratif. Le dernier Baratheon vivant, c'est Stannis. Et on sait pas si c'est encore le dernier vivant. On n'a pas de nouvelles. Je suis dans le désarroi le plus total. Ou alors j'ai raté une réplique dans l'épisode 1 et Machine, la Brienne, elle a dit qu'elle l'avait tué. On aurait pu peut-être s'arrêter un petit peu plus sur ce truc. Parce que j'ai peut-être une opinion complètement différente de la majorité des gens qui regardent Game of Thrones, mais moi j'aime bien Stannis. Je l'aimais bien ce mec. J'étais pour lui, vous voyez? J'étais pour que ce soit lui sur le trône de fer. Au lieu de Tyrion ou Daenerys, où tout le monde demande à ce que ce soit eux, ou Jon Snow, moi j'étais plutôt pro Stannis. Et là, il est plus là. Et du coup, je sais pas s'il faut que je me trouve un nouveau favori ou s'il faut que j'attende qu'il revienne. Je suis perdu, je vais pleurer. Maman, donnez-moi des nouvelles. Je veux des nouvelles. Voilà, je pense que c'est ce qui va conclure cet épisode. Pour l'épisode 3 qui est là sur mon ordinateur et que je vais regarder pas plus tard que maintenant, je veux des nouvelles de Stannis. Et de Sam et Vert parce que je les aime bien quand même. Et de Marjorie parce qu'il faut faire plaisir à mes potes qui l'aiment bien. Et puis parce que ça fait aussi un petit moment qu'on l'a pas vu quand même. Elle ainsi que son frère, que lui on n'a toujours pas vu d'ailleurs depuis le début de la série. Voilà, c'est bien de nous montrer les îles de fer, des nouveaux lieux, des nouveaux persos, tout ça, mais voilà, on voudrait savoir ce qui est arrivé aux anciens, si c'est pas trop demandé. On est quand même à l'épisode 3 là, sur 10. Une fois que j'aurai regardé ça, j'aurai vu 30% de la série. Ce serait bien que je sache ce qui est arrivé suite aux épisodes de la saison précédente. Ce serait pas mal. Et c'est là-dessus que je vais donc conclure cet épisode. Ça m'étonnerait que dans mon prochain remarqué à vie, je fasse une intro, parce que j'ai pas vraiment grand chose à dire. Ça fait une semaine que j'ai pas vu Game of Thrones. Là, ce que j'ai envie, si vous voulez, c'est de voir l'épisode. Dans les attentes, j'ai pas forcément grand chose. Peut-être de voir ce qui est arrivé à Arya, du coup, parce que son intrigue, moi je m'attendais à ce qu'elle stagne, mais il s'avère qu'elle ne stagne pas, du coup ça m'intéresse. Savoir ce qui se passe à Port-Réal, dans les prisons, et peut-être au niveau du Grand Moineau quand même, parce que là on l'a vu dans cet épisode, mais j'aimerais en voir un peu plus. Et puis... je suppose qu'on va se manger du Daenerys et du Dorne, parce qu'on les a pas vus dans l'épisode d'avant. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis peut-être les îles de fer, voir un peu s'il faut qu'on s'intéresse aux îles de fer dans cette saison, ce serait bien qu'on y passe peut-être un petit peu plus de temps, histoire de bien mettre au point la rivalité entre la sœur de Théon et le frère de son père. Va vraiment falloir que j'apprenne leur nom à eux parce que ça va devenir un peu chiant. Et peut-être on va voir l'arrivée de Théon à ce qu'il appelle Home. D'ailleurs, Home c'est le titre de l'épisode, donc ça veut dire que c'est une réplique qui est importante. Donc si ça se trouve, il y a vraiment un jeu de mots comme ça. Hein. S'il y avait un épisode dans la saison 5 qui s'appelait Kill the Boy, donc tuer l'enfant, et il me semble que c'est dans cet épisode-là que Stannis tue sa fille, c'est qu'il la met sur le bûcher, et que le grand maître qui était encore vivant au mur dit à Jon Snow, tue le garçon qui est en toi. Vous voyez, il y a toujours une dualité dans les titres des épisodes, il y a un jeu de mots, le titre de l'épisode te fait croire un truc et en fait non.
Bon là dans l'épisode précédent le titre c'était La Dame en Rouge, The Red Woman. Bon, il se trouve que c'est un épisode qui effectivement s'intéressait au personnage j'allais dire la sorcière rouge, mais non, la sorcière rouge c'est Avengers. C'est Captain America Civil War. Ça devient compliqué les noms là. Hein. Mélissandre, voilà. Je vois pas d'autres sorcières rouges qui auraient pu justifier ce titre pour l'épisode précédent. Bon, j'ai dit qu'on allait arrêter là, donc on arrête là, hein, ça suffit les bêtises. Dans quelques jours, parce que du coup, le temps que je regarde l'épisode, là je vais prendre des notes et puis ensuite j'y retourne. Hein. Ce soir, je mets les bouchées doubles. Donc normalement, dans le courant de la semaine, vous devriez également avoir un remarque et avis sur l'épisode 3 pour que je rattrape mon retard. D'ici là, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine. Ciao!